Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 21, les métalloïdes et les solides covalents. Il existe quatre grands types de solides cristallins, les solides ioniques, les solides métalliques, les solides moléculaires et les solides covalents. Ces derniers se distinguent par la formation de réseaux d'atomes à grande échelle où tous les atomes sont liés les uns aux autres par liaison covalente, de manière à former essentiellement qu'une seule énorme molécule. Comme la liaison covalente est très forte, la cohésion des solides covalents est généralement très élevée. On va voir ensemble aujourd'hui les facteurs qui vont influencer cette cohésion. Alors, parmi les solides covalents, on retrouve les métalloïdes, donc les 8 métalloïdes du tableau périodique, le bar, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure, le polonium et l'astate. On a aussi le carbone qui peut se présenter sous deux formes allotropiques, le diamant et le graphite. Et on a aussi un composé qui est le SiO2 qui va se présenter sous forme de solide covalent dans le quartz. Le quartz, dont on peut voir ici la structure atomique. On peut donc observer que le silicium est attaché, dans chacun des cas, à 4 atomes d'oxygène. C'est donc une géométrie moléculaire tétraédrique qui est similaire à celle du diamant. Et d'ailleurs, l'aspect physique du quartz, à première vue, ressemble étrangement à celle du diamant, mais on n'a pas du tout la même dureté qu'avec le diamant. Et une des raisons qui permet d'expliquer cela, c'est que l'oxygène dans le quartz ne forme que deux liaisons. OK, autre propriété intéressante des métalloïdes et des solides covalents, c'est que la plupart sont des semi-conducteurs et les propriétés donc de conductivité électrique peuvent être modulées de différentes façons, ce qui est exploité dans l'industrie des semi-conducteurs, là où on va utiliser des substrats en silicium pour graver des circuits électriques. OK, donc la conductivité électrique des métalloïdes et des solides covalents est due à une raison tout à fait différente de celle qui explique la conductivité des solides métalliques. Alors, si on se rappelle, dans un métal, on a des cœurs d'atomes positifs qui sont essentiellement immobiles et qui vont se disposer d'une façon organisée. Et les électrons de valence sont délocalisés et vont pouvoir circuler librement entre ces cœurs d'atomes positifs, un petit peu comme de l'eau peut circuler autour de boules de billard. Tandis que dans le cas des métalloïdes et des solides covalents, les électrons sont théoriquement localisés dans les liaisons covalentes. Sauf que, à cause de l'agitation thermique, à cause de la vibration des atomes, il y a certaines liaisons covalentes qui peuvent se briser et engendrer donc des électrons délocalisés qui vont pouvoir circuler à travers le réseau cristallin. Et c'est pour cette raison-là qu'on va pouvoir mesurer une certaine conductivité électrique. Un petit nombre d'électrons délocalisés dû à l'agitation thermique permettent le passage de l'électricité. OK, il y a un point important à considérer ici, c'est l'influence de la température sur la conductivité électrique des métalloïdes versus les métaux. Alors, si on augmente la température d'un métalloïde, on augmente l'agitation thermique et on augmente donc le nombre d'électrons qui vont se retrouver délocalisés. C'est pour ça que la conductivité électrique va augmenter avec la température chez les métalloïdes. Dans le cas des métaux, compte tenu que la liaison métallique confère par défaut une très bonne conductivité électrique, le fait d'augmenter la température va avoir un effet inverse sur la conductivité électrique. C'est-à-dire qu'en augmentant la température, on va augmenter la vibration des cœurs d'atomes et ceux-ci vont essentiellement faire obstacle à la libre circulation des électrons. Et c'est pour ça que
lorsqu'on augmente la température d'un métal, sa conductivité électrique va diminuer. D'accord. Parlons maintenant des deux formes allotropiques naturelles du carbone, donc le diamant et le graphite. Alors, dans le diamant, chaque atome de carbone est lié à quatre autres atomes de carbone. C'est une géométrie moléculaire qui est tétraédrique et on a une très, très grande dureté. En fait, le diamant, c'est le matériau le plus dur naturel qui est connu et on va pouvoir l'utiliser dans l'industrie pour graver, par exemple, des objets ou, par exemple, en dentisterie, là, les points des instruments, c'est souvent en diamant. Le diamant est translucide, donc ça vient du fait que comme les électrons sont localisés dans les liaisons covalentes, ils ne peuvent pas absorber les longueurs d'onde dans le domaine du visible, donc entre 400 et 700 nanomètres. Le diamant est un isolant électrique à 25 degrés Celsius, donc encore à cause du fait que les électrons sont localisés et très bien retenus dans les liaisons covalentes. On n'a pas de possibilité de délocalisation électronique ici. Donc ça, c'est à 25 degrés. Bien entendu, là, si on augmente la température du diamant, éventuellement, on va pouvoir briser certaines liaisons et pouvoir mesurer une certaine conductivité électrique. OK, maintenant, dans le cas du graphite, on a une structure atomique très différente de celle du diamant. En fait, on a des petits feuillets d'une épaisseur d'un atome de carbone où on va voir le carbone attaché à trois atomes de carbone et il va former des structures hexagonales, donc des cycles à 6 atomes de carbone. Qui vont continuer comme ceci d'une façon quasi infinie. Et sachant que le carbone fait toujours 4 liaisons, on comprend que le carbone participe dans chacun des cas à une liaison pi. Et c'est ces liaisons pi-là qui vont pouvoir se déplacer dans le réseau cristallin. D'accord? Donc, les électrons pi sont délocalisables, vont pouvoir se déplacer à travers les feuillets. Et c'est pour ça qu'on a une conductivité électrique à 25 degrés Celsius pour le graphite. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve un éclat métallique pour le graphite. Alors, si on se souvient, les métaux doivent leur éclat métallique au fait que les électrons de valence délocalisés peuvent absorber et réémettre certaines des longueurs d'onde dans le domaine du visible. Et c'est le même principe ici. Et sauf que là, les électrons délocalisés, ce sont les électrons pi. OK, donc oui, on a une délocalisation électronique à 25 degrés. Autre facteur à considérer, entre les feuillets, donc entre les feuillets, la cohésion est assurée non pas par des liaisons covalentes, mais plutôt par des forces intermoléculaires de type Van der Waals. Ces forces-là, on va les étudier au prochain sujet, mais ces forces-là sont beaucoup moins fortes que les liaisons covalentes. Et c'est pour ça que le graphite est beaucoup plus friable. Donc, on a une dureté beaucoup plus faible que celle du diamant. Et en fait, c'est très facile de casser un morceau de graphite à cause du fait que les feuillets sont retenus par des liaisons de Van der Waals qui sont relativement faibles. D'accord? OK. Parlons maintenant des facteurs qui vont influencer la cohésion des solides covalents. Alors, j'ai un tableau périodique ici dans lequel on a les 8 métalloïdes ainsi que le carbone, donc les éléments qui forment des solides covalents à 25 degrés Celsius. J'ai inclus les températures de fusion en degrés Celsius pour ces 9 éléments-là. Et on peut remarquer que le maximum de cohésion est atteint avec le carbone sous forme de diamant. D'accord? Alors, quand on passe du bord
au carbone, on voit qu'on passe de 2075 degrés Celsius à 3570 degrés Celsius comme température de fusion. Et cette grande augmentation-là peut être expliquée par le fait qu'on augmente le nombre de liaisons que peut former l'atome. Donc, le bar ayant 3 électrons de valence ne forme que 3 liens, tandis que le carbone en forme 4. Donc, ça explique là, la nette augmentation de la cohésion ici. Donc ensuite, si je descends dans la famille 4A, ce qui va se passer, c'est que le rayon atomique va augmenter. Donc on sait que plus on descend dans le tableau périodique, plus le rayon atomique augmente. Et quand le rayon atomique augmente, la force des liaisons va diminuer. D'accord? Donc on a vu précédemment qu'il y a une relation inverse entre la longueur d'une liaison et la force d'une liaison. Donc, ça va nous permettre d'expliquer là, que la cohésion va progressivement diminuer là, quand on descend dans le tableau périodique pour les différents métalloïdes. Bon, il y a aussi un autre facteur là, quand on arrive à la famille 5A. Là, on ne peut pas former 5 liaisons par atome, mais plutôt 3. Donc, on se souvient qu'on a 3 électrons de valence célibataires. Donc, il y a le facteur numéro 1 qui joue ici. Mais de façon générale, plus on descend ici, là, plus la cohésion va diminuer. Et là, je vais représenter la flèche qui part du bas et monte vers le haut là, pour atteindre le point maximal avec le carbone. Donc ça, c'est la grande tendance, la cohésion pour les solides covalents du tableau périodique. Donc la cohésion en bas est faible et en haut, elle est très élevée. D'accord. Donc, deuxième facteur, la cohésion diminue lorsque le rayon atomique augmente. Donc, en se souvenant que les liaisons sont plus faibles lorsque la taille des atomes augmente. OK, donc j'aimerais faire une petite révision sur les 4 grands types de solides cristallins et j'ai choisi un exemple pour chacun des cas. Alors, on a ici le saccharose qui est le sucre de table. C'est une molécule C12H22O11. C'est donc un solide moléculaire. Donc là, on a des atomes qui sont liés les uns aux autres par liaison covalente à l'intérieur de la molécule, mais les molécules vont être liées les unes aux autres, non pas par des liaisons covalentes, mais par des forces intermoléculaires de type Van der Waals, qu'on va étudier au prochain sujet. OK, le sel de table NaCl, c'est un solide ionique. Le fer, c'est un solide métallique. Et le diamant, un solide covalent. Alors, les unités de base dans le solide moléculaire, ce sont les molécules. Dans un solide ionique, ce sont les ions. Donc, dans ce cas-ci, Na+, et Cl-. Dans un solide métallique, ce sont les cœurs d'atomes positifs. Et dans un solide covalent, ce sont les atomes. Donc, dans ce cas-ci, les atomes de carbone. OK, donc là, les forces qui unissent les unités. Dans le cas d'un solide moléculaire, ce sont les forces intermoléculaires. Qui sont des forces de faible intensité. Dans le cas du solide ionique, c'est la liaison ionique. Donc, une attraction électrostatique entre des charges opposées. Et c'est une liaison qui est très forte et on sait qu'elle va augmenter en intensité quand on augmente les charges des ions. OK, pour le solide métallique, c'est la liaison métallique. Et pour le solide covalent, c'est donc la liaison covalente. OK, maintenant en termes de température de fusion. Alors, j'ai mis
4 valeurs ici de température de fusion qu'on devra associer à ces 4 solides-là. Alors, comme les forces intermoléculaires sont les forces les plus faibles parmi les 4, c'est celui-là, le saccharose, va avoir la température de fusion la plus faible de tous. Le NaCl va avoir température de fusion d'environ 800 degrés Celsius. Et donc, on se souvient, là, pour les solides ioniques, plus je vais augmenter les charges, eh bien, plus la cohésion va augmenter. Donc, ça, 800 degrés Celsius, c'est essentiellement le point minimal de température de fusion qu'on retrouve pour les solides ioniques. Et ça peut augmenter des valeurs très, très, très élevées. OK, dans le cas du fer, donc lui, le fer, la liaison métallique, on sait que la cohésion va augmenter avec le nombre d'électrons de valence délocalisés. Le fer, il y a 8 électrons de valence, donc la cohésion est très forte. On a une température de fusion de 1538 degrés Celsius. Et le diamant, bien entendu, c'est celui qui a la cohésion la plus élevée de tous les solides. Donc, température de fusion très, très, très élevée de 3570 degrés Celsius. OK, donc maintenant en termes de conductivité électrique, les solides moléculaires n'ont pas la capacité de conduire l'électricité. Même chose pour les solides ioniques. Il faut faire attention là, parce que si je dissous un solide ionique dans l'eau, là, à ce moment-là, ça devient conducteur d'électricité. D'accord? Même chose pour un solide ionique qui serait à l'état liquide. Donc, si je fais la fusion d'un solide ionique, là, je vais pouvoir conduire l'électricité, mais à l'état solide, ce sont des isolants électriques. Les métaux, on sait que ce sont des très bons conducteurs d'électricité et les solides covalents, comme on a vu aujourd'hui, la plupart sont des semi-conducteurs, mais le diamant est un isolant électrique à 25 degrés Celsius. Alors, c'était une petite révision des différents types de solides cristallins. Alors, je vous invite à faire les exercices qu'on a ici et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.